Des supercalculateurs géants jusqu'au smartphone, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Eh bien, figurez-vous que presque tous reposent sur une seule et même idée, une idée qui a, tenez-vous bien, 75 ans. Et c'est ce plan secret, qu'on va décortiquer ensemble. Alors, regardons de plus près. Ce qu'on voit là, c'est le cœur d'un appareil moderne. C'est une pure merveille de technologie. Pour qu'on se rende compte, une puce comme ça, un Snapdragon de 2018, contient presque 7 milliards de transistors. 7 milliards! Et pour comparer, son tout premier ancêtre, l'Intel 4004 de 1971, il en avait 2300. Juste 2300. La croissance est juste exponentielle, c'est hallucinant. Du coup, la question qu'on se pose, elle est simple. Comment est-ce possible? Comment est-ce qu'un seul et unique plan, une seule architecture, a pu dominer toute l'informatique pendant plus de 75 ans? Comment on est passé de machines qui prenaient une pièce entière à des appareils qui tiennent dans la poche? Pour trouver la réponse, il va falloir remonter le temps. Et notre histoire, elle ne commence pas avec l'électricité, non. Elle commence bien avant, à une époque où le rêve, c'était de construire des esprits mécaniques, des machines qui pensent, mais avec des engrenages et des leviers. Et oui, le rêve d'automatiser le calcul, ça ne date pas d'hier, loin de là. Pensez-y, dès le XVIIe siècle, on a des pionniers comme Pascal, puis Leibniz, qui fabriquent des calculateurs mécaniques. C'est déjà incroyable. Mais c'est vraiment au XIXe siècle que l'idée d'un ordinateur, d'un vrai ordinateur moderne, commence à prendre forme. Et là, on arrive à quelque chose de fascinant. La machine analytique de Charles Babbage, sur le papier, c'était un ordinateur. Un vrai. Il y avait tout. Une mémoire, une unité de calcul, une unité de contrôle, tout ce qu'il faut. Le seul problème, c'était impossible à construire avec la technologie de l'époque. Et c'est là qu'Ada Lovelace a eu une vision, une intuition absolument géniale. Elle a compris que cette machine, si elle existait, ne serait pas juste une supercalculatrice, non, elle serait universelle. Elle pourrait, en théorie, exécuter n'importe quel programme qu'on lui donnerait. Ok, donc on a l'idée, le rêve. Mais avant de construire une telle machine, il manquait quelque chose d'essentiel, la théorie. Il fallait d'abord que les scientifiques se posent une question fondamentale, presque philosophique. Au fond, qu'est-ce qu'un problème calculable? Qu'est-ce qu'une machine peut ou ne peut pas calculer? Et la réponse, elle est venue d'un certain Alan Turing. En 1936, c'est lui qui va poser les règles du jeu. Attention, sa machine de Turing, ce n'était pas un objet physique, c'était une idée, un concept purement théorique. Mais c'est cette idée qui a permis de définir, une bonne fois pour toutes, les limites de ce qui est possible en calcul. C'est littéralement l'acte de naissance de l'informatique théorique. Et ce qui est génial, c'est ce qui se passe ensuite. On a deux pièces d'un puzzle qui s'assemblent. D'un côté, Turing, qui nous donne le quoi, la théorie, le concept de ce qui est calculable. Et de l'autre, à peine un an plus tard, on a Claude Shannon qui arrive avec le comment. Lui, il montre comment on peut concrètement utiliser des circuits électriques et la logique booléenne pour faire ces calculs. C'est même lui qui a popularisé le mot bit. À ce moment-là, la théorie et la pratique se sont enfin rencontrées. Bon, on avance dans le temps. On entre maintenant dans l'ère des premiers véritables ordinateurs électroniques. Et là, ils se sont heurtés à un mur. Un énorme problème très très pratique. Voici la bête, l'ENIAC. On est en 1945. C'est une merveille d'ingénierie. Imaginez, 30 tonnes, 18 000 tubes à vide. La machine prend une pièce entière. Pour l'époque, sa vitesse de calcul était juste dingue. Sauf que, il y avait un défaut. Un énorme défaut de conception. Pour comprendre le problème, il faut imaginer un vieux standard téléphonique, avec les opératrices qui branchent et débranchent des fils. Eh bien, l'ENIAC, c'était ça. Pour lui donner une nouvelle tâche, un nouveau programme, il fallait le recabler, à la main. Ça pouvait prendre des jours, parfois même des semaines, à rebrancher des milliers de câbles. C'était un cauchemar, un vrai goulot d'étranglement. Et la solution, la voilà. Elle vient de John von Neumann en 1945. Et son idée est d'une simplicité, mais d'une élégance, c'est juste brillant. Il se dit, et si les instructions, le programme lui-même, on les traitait comme des données, et si on stockait tout ensemble, les instructions et les données, dans la même mémoire? D'un seul coup, tout changeait. Pour changer de programme, plus besoin de toucher à un seul câble. Il suffisait de charger de nouvelles données, qui étaient en fait le nouveau programme. Et voilà à quoi ça ressemble, le fameux plan de von Neumann. C'est simple, mais c'est puissant. On a 4 grands blocs. D'abord, la mémoire, où on stocke tout, le programme et les données. Ensuite, le cerveau de l'opération, l'unité centrale, le fameux CPU, qui lui-même est divisé en 2. L'unité de contrôle, qui est le chef d'orchestre, et l'ALU, qui fait les calculs. Et enfin, bien sûr, les entrées et les sorties pour communiquer avec l'extérieur. Et tout ça, ça fonctionne sur un rythme, un cycle en 3 temps qui ne s'arrête jamais. Fetch, décode, exécute. En gros, l'unité de contrôle va chercher une instruction dans la mémoire, fetch, elle la décode pour savoir ce qu'il faut faire, decode, et ensuite, l'ALU exécute l'opération, exécute. Et on recommence.
Fetch, décode, exécute. Encore et encore, des milliards de fois par seconde sur un ordinateur moderne. C'est ce simple battement qui est au cœur de presque tous les appareils numériques. Donc, ça y est, le plan directeur, l'architecture est là, elle est parfaite. Mais maintenant, le défi change. Le problème n'est plus la conception, c'est la physique. Comment on fait pour rendre ces machines plus petites, plus rapides et moins chères? Parce que pour l'instant, les composants sont énormes et pas très fiables. La solution va arriver sous la forme d'une véritable avalanche d'inventions. Ça va très très vite. D'abord, en 1947, le transistor. Adieu les énormes tubes à vide. Ensuite, dans les années 60, le circuit intégré, qui permet de mettre plein de transistors sur une petite puce de silicium. Et le coup de grâce, en 1971, c'est Intel qui réussit l'impensable, mettre un processeur entier, un cerveau complet, sur une seule et unique puce. Le microprocesseur est né. Et pour voir l'impact de tout ça, il suffit de regarder ces chiffres. C'est juste vertigineux. En moins de 50 ans, on est passé de 2300 transistors sur le premier microprocesseur à plus de 6,7 milliards sur une puce de smartphone. De 2000 à presque 7 milliards. C'est cette miniaturisation folle, cette densité qui n'arrête pas d'augmenter, ce qu'on appelle souvent la loi de Moore, qui a rendu les ordinateurs si puissants et accessibles. On arrive donc à la conclusion. La question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que cette architecture, qui a quand même 75 ans, est-elle encore partout aujourd'hui? Et surtout, est-ce qu'elle a des limites? En fait, son succès repose sur 4 piliers, 4 principes fondamentaux. Elle est programmable, on peut lui dire quoi faire. Elle est automatique, une fois lancée, elle se débrouille toute seule. Elle est universelle, dans le sens que Turing lui a donné. Elle peut, en théorie, tout calculer. Et surtout, la clé de tout, c'est le programme enregistré. Les instructions et les données sont au même endroit. C'est ce mélange de simplicité et de puissance qui a fait qu'elle a traversé les âges. Mais voilà, même un plan aussi génial finit par montrer ses limites. Aujourd'hui, on fait face à ce qu'on appelle le goulot d'étranglement de von Neumann. C'est facile à comprendre. Les processeurs sont devenus tellement rapides que le tuyau qui les relie à la mémoire, le bus, n'arrive plus à suivre le rythme. C'est un peu comme si on avait une autoroute à 8 voies qui d'un coup se réduisait à un tout petit chemin de campagne. Résultat, ça crée des embouteillages de données et ça ralentit tout. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. On arrive aux limites de la physique, on se heurte de plein fouet à ce goulot d'étranglement. Alors la question est, quelle est la suite ? L'architecture de von Neumann a été le pilier de notre monde numérique pendant 3/4 de siècle. Mais il est peut-être temps de se demander quelle sera la prochaine révolution dans la conception des ordinateurs.